Alors bonjour à tous, à toutes et à tous. Voilà, au nom du Point, je suis vraiment très heureux de vous présenter dans ce cadre superbe, très impressionnant, l'invité exceptionnel de la 40e édition du Livre sur la place, grâce au soutien de la Fondation Jean Michalski, l'un des très grands écrivains de notre temps, le dernier conteur peut-être de notre temps. Cet homme, c'est Salman Rushdie. Bonjour Salman Rushdie. Bonjour. Je ne peux pas vous voir. C'est pas mal, ça commence bien. Marguerite Capel, voilà, qui sera l'interprète de Salman Rushdie. Voilà, je vous demande de l'applaudir aussi, elle est excellente. Faut dire que je ne peux pas vous voir. Voilà. Mais je crois que vous êtes là. Salman Rushdie, c'est la première fois que vous venez à Nancy? Oui. Qu'est-ce que... Un petit mot pour les Nancéens qui sont là. Well, it's a very beautiful town. C'est une ville magnifique. Voilà, parfait. Je pense qu'avec ça, c'est très bien. And I was very impressed this morning in the festival at how many of you were awake so early. Et ce matin, j'ai été très impressionnée de voir sur le festival le nombre d'entre vous qui s'étaient levés si tôt. En dehors de Nancy, c'est vrai que la France a été très très importante aussi dans votre carrière, à des moments parfois difficiles. À chaque fois que vous revenez en France, c'est vrai que c'est toujours intéressant, quels sont vos sentiments, vos impressions sur ce pays? C'est vrai que quand on voit autant de gens qui viennent à un salon du livre. You know, France has always been very kind to me as a writer. And from the very beginning, you know, my first novel came out in English in 1975. I'm incredibly old. And I think there were only 2 translation rights that were sold. The first was in France, and the second was in Israel. And those were the only 2. So from the very beginning, the French have brought my work into the French language and have treated it with great kindness, you know. So I love coming. Please keep reading. Très bien. Vous savez, la France a toujours été extrêmement généreuse avec moi en tant qu'écrivain. Dès le tout début, mon premier roman a été publié en langue anglaise en 1975, donc ce qui me fait de moi quelqu'un d'incroyablement vieux. Et les droits de traduction ont été vendus dans seulement 2 pays, la France et l'Israël. Donc en fait, dès le début, vraiment, la France a extrêmement bien accueilli mon travail. J'en suis très heureux, donc continuez à lire pour que je puisse venir. And then, you know, of course, at the time of the trouble around the Satanic Verses, I was aware of the incredible support that I received from French writers, from French intellectuals, but also from the people of France. And it meant a lot to me at the time. So I'm grateful for that. Thank you. Et aussi à l'époque où j'ai rencontré les problèmes que j'ai eus avec les versets sataniques, j'ai été vraiment très conscient du soutien que j'ai reçu des Français, de la part des écrivains français, des intellectuels, mais aussi de la population française en général. Et ça a été très important pour moi, donc j'en suis très reconnaissant. Merci. I remember in the middle of that time, that at the time Jacques Lang was the Minister of Culture, and he arranged a secret event inside the Arche de la Défense in Paris, inside, where he invited more or less the whole of the French intelligentsia. And in his opening remarks, he said that that people should thank me because only I could have brought all those people into the same room at the same time, because half of them hated the other half. So I united the intellectuals of France for 1 hour. Et à peu près en plein dans cette période particulière, quand Jacques Lang était ministre, il a organisé un événement secret qui s'est tenu à l'intérieur de l'Arche de la Défense et où il avait invité toute l'intelligentsia française. Et dans son discours d'ouverture de cet événement, il m'a remercié parce qu'il m'a dit que j'étais le seul à être capable de rassembler toutes ces personnes au même endroit, au même moment, parce que la moitié de ces gens détestaient l'autre moitié. Donc j'ai réussi à unir l'intelligentsia française. Alors Salman Rushdie, vous connaissez tous depuis que son nom, il vient d'en parler, un beau matin de 1989 à Londres. Son nom s'est répandu dans le monde entier. Il était déjà connu
depuis Les Enfants de minuit, qui avait obtenu le Booker Prize. Mais ce matin-là de 1989, et c'est parmi les plus belles pages de vos mémoires, Joseph Anton, un livre absolument magnifique. Il faut que vous lisiez Joseph Anton, voilà, les mémoires de Salman Rushdie. Il raconte que voilà, il est là à la maison, chez lui, tout va bien, et puis au téléphone, il apprend par une journaliste qu'il vient d'être condamné à mort par un ayatollah à cause de l'un de ses livres. Ce livre, il en a parlé, c'est les versets sataniques. Et l'homme que vous avez à côté de, enfin en face de vous, que j'ai à côté de moi, pense à ce moment-là à son fils, qui a 9 ans, et il lui a promis à son fils de lui écrire une histoire que ce fils de 9 ans pourrait lire. Et ça, c'est très touchant, et moi, ça me touche beaucoup, la manière dont vous parlez à chaque fois de vos enfants, du rapport à la lecture. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et il pense, Salman Rushdie, à une berceuse que Paul Simon avait écrite pour son fils. Et ça donne ça, ce que disait Paul Simon, si je ne peux pas écrire une chanson pour endormir mon petit garçon, je suis peut-être un père célèbre, mais pas un super papa. Et pendant ces années-là, toutes ces années de cavale, cette course-poursuite de 8 ans, hein, ça durait 8 ans, 8 ans de combat, de peur, de rage, de courage, où vous avez dû sortir avec des gardes du corps. Il a fallu aussi toujours garder ce lien avec les enfants, avec les histoires qu'on veut apporter au monde. Et je me souviens aussi, et c'est parmi vos mots, il a fallu vous dire à ce moment-là que vous étiez peut-être prêt à mourir pour ne pas devenir fou, prêt à mourir pour ce que vous appelez cet art ancien et magnifique qu'on appelle littérature. Alors tout ça, vous l'avez raconté dans ce livre magnifique, hein, Joseph Anton. Je voudrais juste vous demander, et comme ça, je vous pose la question, maintenant, comment ça va par rapport à tout ça, par rapport à cette peur, à cette pression? C'est 30 ans hein, maintenant, 30 ans ont passé. It's fine now, thank you. Maintenant, tout va bien. Merci. Merci. We live in a world in which the subject changes very fast. And this is a very old subject. So there are now many other things to be frightened about and other people to kill. Vous savez, on vit dans un monde où le sujet de préoccupation change très très vite, et celui-là, c'est un sujet qui date, hein, vraiment. Il y a beaucoup d'autres raisons d'avoir peur aujourd'hui, et il y a beaucoup d'autres gens à tuer. But truthfully, it really, I've now lived in New York for almost 20 years, and I have a completely normal life. I take the subway. That's not a normal thing to do, actually. But it can be complicated. But it can be complicated, yeah. Vous savez, vraiment, en fait, je vis depuis 20 ans à New York et j'y mène une vie normale. Je prends le métro, même si ce n'est pas forcément une chose normale à faire, d'ailleurs. Et une question plus générale sur ce texte-là, puisqu'il s'agissait d'un texte, hein, d'un livre, hein, ce n'est pas une déclaration à la radio ou à la télé, c'est un livre que vous avez mis du temps à écrire. D'ailleurs, vous rappeliez dans Joseph Anton, c'est étonnant, parce qu'à l'époque, tout le monde s'en fichait de l'islam, et d'ailleurs il y avait même des critiques littéraires qui vous avaient dit mais bon, c'est bien cette histoire-là, mais qu'est-ce que ça vient faire l'islam dans cette histoire? C'était ça, hein, le contexte. Well, one of the things that's happened is that we are more, in the West anyway, people are more informed than they used to be. Because I remember, the novel The Satanic Verses is really a novel about South Asian immigrants in London. That's what it's really about. And so, of course, their religion is an aspect of that. But at the time that the book came out, nobody was thinking in that way. And I remember one of the most eminent literary critics in England, wrote this review in which she said, "What is all this stuff about Islam doing in this novel about London?" And I guess, now we know the answer. Une chose qu'il faut prendre en considération, c'est qu'en Occident, aujourd'hui, on est bien plus informé sur ces questions-là qu'on ne l'était à l'époque. Les versets sataniques, c'est avant tout un roman qui parlait d'immigrés d'Asie du Sud, à Londres, en fait, en réalité. Et leur religion n'était qu'un aspect de cette histoire-là. Aujourd'hui, à l'époque, en fait, personne ne voyait réellement les choses comme ça. Je me souviens d'un critique particulièrement éminent en Angleterre, qui avait d'ailleurs écrit dans sa critique qu'il ne voyait pas ce que tous ces éléments autour de l'islam venaient faire dans un roman qui parlait avant tout de Londres. But it really feels to me like it's a very long time ago. The Satanic Verses was
the fourth novel that I published, the fifth book. There's one non-fiction book. This book, The Golden House, is the 13th novel and the 18th book. So it really feels like something from my much younger days, you know. I mean, when the Satanic Verses was published, I was 41. You know, now I'm 71. You look younger. I don't think, well, like, you know, like Dorian Gray, I have a picture in the attic. Yeah. I hope so. Everyone should have this. Yeah. Mais vous savez, en fait, c'était il y a longtemps. Les Versets sataniques, c'est le 4e roman que j'écrivais, que je publiais sur 5 livres. Il y en avait un qui n'était pas de la fiction. Aujourd'hui, La Maison Golden, c'est mon 13e roman et mon 18e livre. Donc j'ai vraiment l'impression de parler d'une époque où j'étais extrêmement jeune. Les Versets sataniques, quand ils sont sortis, j'avais 41 ans. Aujourd'hui, j'en ai 71, mais j'ai toujours l'air beaucoup plus jeune car j'ai un portrait comme Dorian Gray dans mon grenier. Et sur le texte là, et puis après on passera à autre chose, sur ce texte-là, les versets sataniques, finalement, 30 ans après, vous vous dites j'aurais mieux fait de ne pas l'écrire, vous regrettez un peu, ou parce que ça a quand même été un sacré bordel quand même dans votre vie. No, I've told you the answer to this question. I have the Edith Piaf position. Je ne regrette rien. Réponse à la Edith Piaf. Non. Alors on va continuer à parler avec vous, Salman Rushdie, de votre nouveau livre aussi. Dans vos mémoires, vous disiez que écrire de la fiction, car vous aimez la fiction, vous êtes un des rares à dire j'aime écrire de la fiction, que écrire de la fiction vous donnait la possibilité de vous échapper de ce que vous appeliez la chambre noire dans laquelle vous étiez enfermé à cette époque. Aujourd'hui que vous êtes sorti de la chambre noire, finalement, qu'est-ce que vous attendez de la fiction finalement? You know, now we are all in the black room. You know? So now we write about the room that we all live in. Because I think the world has become a very strange place all of a sudden. And when my previous novel, the novel before this, was also a novel about New York City, but it was kind of a fairy tale of New York with genies and Sherazade and flying carpets and etc. And when I finished it, almost immediately, I had the idea that I didn't want to write another novel of that kind. That I thought I've taken that kind of writing to a kind of extreme, and I want to do almost the opposite. So I had the idea to write like a social novel, like a novel of the society at the moment that the novel is being written. And that's where this book began, really. Vous savez, aujourd'hui, on est tous en fait dans cette chambre noire. Donc, je décris la chambre noire dans laquelle on vit tous parce que le monde est devenu un endroit très étrange. Le roman précédent, celui qui a précédé celui-ci, était aussi un roman qui parlait New York, mais c'était un conte de fées. Il était rempli de djinns, de tapis volants, il y avait Scheherazade, etc. Des djinns avec un D-J-I-2-N, hein, c'est les génies des mille et une nuits. Hein. Et dès que ce livre a été terminé, en fait, j'ai su tout de suite que je n'avais pas envie d'écrire encore un roman de ce genre-là, que j'avais poussé justement ce genre peut-être jusqu'à l'extrême et que j'avais envie de faire quelque part l'inverse, le contraire, et d'écrire un roman social, c'est-à-dire un roman qui parle de la société, de l'époque dans laquelle ça se passe, dans laquelle on vit. Alors ce livre, c'est La Maison Golden, donc il vient de sortir en France. Vous pourrez même voilà, le lire, l'acheter tout à l'heure. Salman Rushdie signera ce livre. Alors c'est un roman à la fois passionnant et un peu fou dans son ambition. Moi j'ai eu l'impression en vous lisant Salman Rushdie que vous vouliez enfermer en fait l'époque dans laquelle on vit, cette époque étrange, bizarre, où tout va trop vite, dans une espèce de grimoire. Alors grimoire, je ne sais pas, comme dans Harry Potter, vous savez, les livres magiques, voilà, Magic Book. Un grimoire magique pour enfermer cette époque. Puisque dans La Maison Golden, on assiste en fait à travers le regard d'un garçon qui s'appelle René, qui est un jeune homme qui veut faire son premier film, qui rêve d'être réalisateur. Il vit dans un ensemble, dans une sorte de résidence luxueuse à New York, et puis arrivent de nouveaux voisins, un père millionnaire, et ses 3 fils. Ils viennent d'un pays d'Orient, mais le père a interdit à ses fils de dire de quel pays il s'agit. Et surtout, ils ont dû aussi changer de nom. Alors, pour quelle raison? C'est ce que le roman va raconter.
mais le lecteur doit faire avec ce qu'il a. Et faire avec quoi? L'arrivée de ce drôle de type qui s'appelle Néron Golden, donc Néron comme l'empereur de Rome, et puis 3 fils qui ont aussi des prénoms très antiques, Apulée, Dionysos et Pétronius, Pétrone, voilà, comme l'auteur du Satyricon. Et ce qui est très étrange, c'est que c'est à la fois totalement bizarre et totalement contemporain. Parce qu'on est, vous l'avez dit, à New York, après l'intronisation d'Obama, et on va aller jusqu'à l'ère Trump, avec un personnage que vous appelez The Joker, donc le Joker, vous savez, comme dans Batman, le méchant dans Batman, mais c'est le Joker qui se présente aux élections. Et ça parle de tout, ce roman. Ça parle vraiment de notre époque. On parle à la fois de conception de jeux vidéo, de la politique américaine, du feu follet de Louis Malle, de la religion Jedi, parce que vous savez qu'en Australie, il y a beaucoup de gens qui se revendiquent de la religion Jedi, des tueurs des attentats de Bombay, de l'hôtel Taj Mahal, et pas que, parce que vous savez qu'il y a eu 5 attentats au même moment, d'une sorte de russe, je ne vais pas dire prostituée, mais une dame de petite vertu, très très belle, qui veut épouser ce Néron Golden parce qu'il est très très riche, mais qui est possédé par une sorcière. C'est pour ça que je parlais de conte, en fait. C'est assez génial parce qu'on a l'impression de s'asseoir à côté de Salman Rushdie, on lit l'histoire, on a l'impression qu'il est là à notre oreille et qui nous raconte un conte comme quand on était enfant, mais un conte pour adultes. On nous parle aussi du télescope de Brad Pitt, du pénis de Napoléon, et donc de ce fameux Joker à la peau si blanche et aux cheveux si verts, qui a inversé le sens des mots, ça on va en parler, et qui règne déjà sur l'Amérique. C'est un vrai labyrinthe, et je voudrais juste, puisque vous citez à l'orée de ce livre une phrase qu'on utilisait dans la Rome antique, vous demander pourquoi vous avez choisi cette phrase, elle est très très belle, c'est ce que disaient les conteurs de rue dans la Rome antique. « Donne-moi une pièce en cuivre et je te raconterai une histoire en or ». Well, thank you for this wonderful summary of the book. And I have to tell you that some of the strangest things in the book are completely true. For example, the penis of Napoleon Bonaparte. I checked on the internet. No, because it was... when I was beginning to write the book, there was a newspaper article about this gentleman, I think he's a dentist in New Jersey, who passed away. And in his obituary, it was said that he liked to collect strange objects. And that he owned, amongst other things, he owned the blood-stained shirt that President Lincoln had been wearing at the theater. And he owned the penis of Napoleon Bonaparte, which had a whole provenance and had somehow been removed from the body of the emperor at the moment of his death, and had then gone on a strange journey, and had arrived in New Jersey. And so very small, but yeah. then, voilà. But then, it is said in the book. But it's pickled, etc. And for a while, I had the idea that I would talk to some friends of mine who were filmmakers, and I said, we should acquire this, and we should restore it to the people of France. Et aujourd'hui, non. And I had this idea that we would make a documentary in which very solemnly we would bring this box back to Paris, and we would go to the Hôtel des Invalides and we would place it on the tomb of the emperor, as a kind of in return for the Statue of Liberty. Donc déjà, merci pour ce résumé extrêmement positif du livre. Vous savez, les choses les plus étranges qui se passent dans le livre sont la plupart du temps des choses qui se sont vraiment passées. Par exemple, cette histoire du pénis de Napoléon. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, je suis tombée sur un article dans le journal qui parlait de cet homme qui était dentiste, je crois, dans le New Jersey, qui venait de mourir. C'était une nécrologie qui racontait qu'il aimait collectionner des objets bizarres. Et parmi ces objets bizarres, il avait par exemple la chemise tachée de sang que portait Lincoln au théâtre. Et il avait ce fameux pénis de Napoléon qui avait donc eu toute une destinée après avoir été séparé du cadavre de l'empereur, qui avait voyagé pour atterrir jusque dans le New Jersey où il était là comme une relique, très petit apparemment selon ce que dit le livre. Et
Et pendant un moment, j'ai eu cette idée quand j'ai appris cette histoire. J'en parlais avec un ami réalisateur de cinéma et je lui disais, mais en fait, on devrait acheter le pénis de Napoléon et on devrait en faire un film et le restituer aux Français et faire un documentaire de cette restitution. On s'imaginait ramener cette petite boîte à Paris, aller aux Invalides et la déposer sur la tombe de l'empereur en guise de remerciement pour le don de la Statue de la Liberté, une sorte de retour à la France. Anyway, we never made the film, but it just ended up in my book instead. Donc on n'a jamais fait ce film, et du coup cette histoire a atterri dans mon livre. Et alors, dans le point, Salman Rushdie, quand vous nous avez accordé cette première interview sur votre livre, je vous ai demandé en fait l'autorisation de reproduire une photo qui est magnifique. Je ne vais pas vous la montrer, mais voilà, vous la retrouverez. Non, j'aurais dû y penser en fait. Non, elle n'est pas là, elle n'est pas là. On aurait pu le faire, mais vous la retrouverez. C'est une photo de vous où on vous voit petit. Je crois que vous avez 12 ans, 10 ans. Quel âge? No, I was much less. Ouais, 8-9 ans. 7 ans. Ah, 7 ans. Donc 7 ans, donc petit garçon, avec vos deux sœurs de chaque côté, avec un livre au milieu. Vous leur faites la lecture. C'est Peter Pan. Et c'est une photo qui est prise par votre père. Et donc voilà. Et en fait, pourquoi je la mentionne, c'est parce que je reviens à cette question sur le besoin d'histoire. Quand on est enfant, on a besoin d'histoire, mais quand on vous lit aujourd'hui et qu'on est adulte, on se dit en fait, Salman Rushdie, il nous voit, et il a raison d'ailleurs, peut-être de nous voir comme ça, parce que peut-être qu'il l'est lui aussi, encore comme des enfants qui avons besoin d'histoire. Certes, pour adultes, mais ce besoin absolument génial d'être transporté dans à la fois un univers familier, mais qui est un petit peu différent parce que c'est une histoire. Well, I mean, I do think that, well, that photograph is, for myself and my sisters, is our favorite photograph of our childhood, which was taken by our father on his beautiful old Rolleiflex camera. The camera takes such, I mean, still one of the greatest cameras, if you could. And actually, I still have that. I still have his camera, you know, and it still works, you know. And yes, I'm reading Peter Pan, so I never stopped, I guess. Cette photo, vous savez, pour moi et pour mes sœurs, c'est vraiment notre photo préférée de toute notre enfance. Elle a été prise par mon père avec son vieux Rolleiflex, qui est toujours un des meilleurs appareils photo qui existent au monde. Et d'ailleurs, j'ai toujours son appareil, son Rolleiflex à lui. Il fonctionne toujours. Et effectivement, je lis Peter Pan et je crois que je n'ai jamais cessé. But yes, I mean, I do think, and I've always thought that the need for story, you know, is one of the most profound human needs. You know, that if when a child is born, well, the child needs to feel safe. It needs to feel loved, needs to feel housed and fed. But once those things have been satisfied, the next thing it wants, the next thing it says is, tell me a story. And we all are born with this desire, tell me a story, you know, and then some of those, and then, you know, if you grow up as I did, I mean, as we all did perhaps, with parents who told us stories, you know, we remember that. My father used to tell me his variations of the old stories of the East, you know, Ali Baba, Sinbad the Sailor, whatever it might be. My mother would tell me family stories. My mother was a fantastic source of information on family and friends. She knew everything about everybody. and so it was very interesting and quite mischievous, you know. And after a while, she said to me, she said, I'm going to stop telling you things because you put them in your book so that I get in trouble. But she never stopped. En fait, j'ai toujours pensé qu'on a besoin d'histoire et que le besoin d'histoire est un des besoins humains les plus fondamentaux, les plus profonds. Quand un enfant naît, il a besoin évidemment de se sentir en sécurité, il a besoin de se sentir aimé, d'être nourri, d'être abrité, etc. Mais dès que tout ça c'est satisfait, tous ces besoins sont satisfaits, en fait, vraiment le besoin qui vient juste après, c'est le besoin qu'on vous raconte des histoires. Et on est tous avec ce désir de dire « raconte-moi une histoire ». Et quand on grandit, comme j'ai grandi, et comme beaucoup de gens parmi vous sans doute, avec des
parents qui vous racontent effectivement des histoires, on s'en souvient. Moi, mon père, ce qu'il me racontait, c'était des variations des histoires d'Orient, des contes classiques d'Orient, donc les histoires d'Ali Baba, de Sinbad, etc. Et ma mère, elle me racontait les histoires de la famille. C'était une source d'informations extrêmement précieuse. Elle savait absolument tout sur tout le monde, la famille, les amis, etc. Donc c'était très intéressant. À un moment, elle a dit, je vais arrêter de te raconter des histoires, ces histoires-là, parce qu'en fait, après, tu les mets dans tes livres et moi, j'ai des ennuis. Mais elle n'a jamais arrêté. So I think, I have this idea, this phrase that I sometimes use, which is that we, human beings, we are the storytelling animal. We are the only animal in the world that does this very strange thing, that we tell each other stories to understand the kind of animal that we are. And some of these stories are true stories, and some of them are make-believe stories, and some of them are somewhere in between. But we understand ourselves by the telling of stories, and that's one reason why this art form, I think, is so much at the heart of who we are. Une idée que je formule parfois de cette manière-là, c'est de dire que les humains, nous sommes les seuls animaux qui racontent des histoires. Nous sommes les animaux qui nous racontent des histoires les uns aux autres. Nous sommes les seuls à faire cette chose étrange de tout le règne animal. Et nous racontons des histoires les uns aux autres pour mieux comprendre, pour mieux connaître qui nous sommes. Certaines histoires sont vraies, d'autres sont inventées, d'autres se situent quelque part un peu entre les deux. Mais nous faisons vraiment ça pour comprendre qui nous sommes. Et c'est pour ça que je pense que ce besoin de raconter des histoires est vraiment au cœur de qui nous sommes. Oui, donc l'homme comme l'animal qui se raconte des histoires, ce serait la définition de l'être humain. Les personnages qu'on voit à l'œuvre dans la maison Golden fuient donc un danger et ont dû changer de nom. Et ils portent des noms d'emprunt qui nous ramènent à l'Antiquité. Apulée, c'est l'auteur d'un... On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est l'auteur d'un grand texte qui s'appelle L'Âne d'Or, un texte évidemment antique. Pétrone, l'auteur du Satyricon, Néron, évidemment, l'empereur, Dionysos, le troisième personnage, évidemment, nous ramène aux dieux grecs. Quel était le sens, alors que vous parlez de l'époque contemporaine, d'utiliser ces vieux noms anciens? Well, it was exactly that. It was trying to write a novel about yesterday by using references which came from the ancient world, and partly that was, I wanted the book to have some of the tragic sense of the Greeks and the Romans, And at the heart of Greek tragedy, there is the idea of inevitability. When we watch, let us say, when you watch the Agamemnon, you know from the first moment that Agamemnon will be murdered by his wife Clytemnestra. You know that. And 3 hours, you wait for it. And that sense of that growing horror of what is approaching, that anticipation and fear of the inevitable, is very much the quality of Greek tragedy. And this is very contemporary. Yes. Blair Witch Project is the same. Same thing, yeah, exactly. So, en fait, c'était exactement ça. L'idée, c'était d'écrire un roman qui parle de juste hier, mais en utilisant des références de l'Antiquité. Il y avait vraiment cette idée d'insuffler dans le roman ce sens de la tragédie qu'avaient les Grecs et les Romains, cette idée de l'inévitabilité qui est au cœur de la tragédie grecque ou romaine. Par exemple, quand vous êtes face à Agamemnon, vous savez qu'il va finir assassiné par sa femme Clytemnestre, mais vous attendez pendant 3 heures que ça arrive. Et donc, il y a cette espèce d'horreur croissante, cette attente, en fait, cette anticipation de l'horreur qui arrive. Et c'est vraiment ça qui est au cœur de la tragédie grecque. So here's this old man who comes, although he's trying not to tell us, we find out quite soon that he originally comes from India. And it is clear that he's done a number of very bad things. We don't know exactly what they are, but we know that there's a very dark part of his past. And he has gone to incredible lengths to transform himself, to be somebody else. Not just to change his name, but to move halfway across the world, etc., etc. And yet, I hope that when somebody reads the book, they know very early on that this attempt
to hide from the past will fail, you know, and that whatever it is that he is running away from will come after him, you know. And so that's the atmosphere of Greek tragedy that I thought I could learn from that. From the name. Donc vous avez ce vieil homme qui essaie de toutes ses forces de nous le cacher, mais on comprend assez vite dans le livre qu'il vient d'Inde et qu'il y a fait des choses terribles. On ne sait pas quoi exactement, mais on sait qu'il a un passé extrêmement sombre et il est prêt à absolument toutes les extrémités pour se transformer, pour changer qui il est. Il change son nom, il va déménager à l'autre bout de la planète, etc. Mais on sait en fait, en tout cas j'espère que le lecteur perçoit dès le début que tous ses efforts pour se transformer qui il est vont échouer et que ce qu'il a fui va le rattraper. C'est ce sens-là de l'inévitabilité de la tragédie grecque que j'ai essayé dont j'ai essayé de m'inspirer. Et le fait qu'il change de nom, ce personnage, c'est pas un clin d'œil au fait que vous aussi, vous avez dû changer de nom quand vous étiez menacé. Vous vous appelez Joseph Anton et pas Salman Rushdie. Je vous demande ça parce que vous racontiez dans Joseph Anton que vous aviez l'impression, comme vous étiez devenu invisible, il y a plein de gens qui disaient Salman Rushdie a dit ça, a fait ça, et que vous aviez l'impression qu'il y avait plein de mini Salman Rushdie partout. Vous dites, j'avais l'impression d'être devenu un être de fiction moi-même. Well, look, the idea of the pseudonym is not invented by me, you know. And yes, there was a moment in my life when I had to use one. But, you know, many writers have used pseudonyms for less dramatic reasons. You know? I mean, even J.K. Rowling decided to be J.K. and not Joanna, you know, because she wanted to be neutral, not identify herself as man or woman, you know. And of course, you know, the Bronte sisters wrote originally under men's names and so on and so on. George But you. But me, yes. I mean, I never wrote under a fake name, but I sometimes had to use one for things like signing checks, you know, and renting apartments, things like that. And it was horrible, you know, and I hated doing it. But it made me think a lot about people's attempts to change identity, you know. And of course, in America, the history of America is people coming there to change their name very often, you know. Sometimes the name is changed for them. The many stories at the point of immigration where people at Ellis Island couldn't understand the European names and so would simplify them, you know. But sometimes people change their names deliberately, you know. Clark Kent, for example. For example. Clark Kent, qui est le nom de Superman. Yes. Il doit changer de nom. Non, mais il y a ça. La pop culture aussi Yes, est venue amplifier ce phénomène. Yes, Clark Kent originally had a name from the planet Krypton, Yes. which probably would not have worked very well on Earth. But Voilà. Marguerite, bon courage. Alors l'idée du pseudonyme, c'est pas moi le concept qui l'ai inventé, mais j'ai dû effectivement en utiliser un à une époque. Après, il y a énormément d'écrivains qui utilisent des pseudonymes, mais souvent pour des raisons moins dramatiques que moi. Par exemple, J.K. Rowling a décidé d'être J.K. et pas Joanna Rowling parce qu'elle avait envie qu'on puisse pas l'identifier comme homme ou comme femme. Les sœurs Bronte ont écrit d'abord sous des noms masculins. Donc il y a beaucoup d'exemples. Moi, j'ai jamais écrit, publié sous un autre nom que le mien, mais j'ai dû parfois utiliser un autre nom pour signer des chèques, pour louer des appartements. Et en fait, j'ai détesté ça. J'ai trouvé ça vraiment horrible, mais ça m'a fait beaucoup réfléchir en fait sur justement tous les efforts que font les gens pour essayer de transformer leur identité. Et aux États-Unis, c'est quelque chose qui est marqué dans notre histoire. Il y a énormément d'Américains qui, à un moment donné, en arrivant, ont changé de nom, que ce soit parce que à l'immigration, au moment d'arriver à Ellis Island, on comprenait pas et on simplifiait leur nom européen, par exemple, ou parfois de façon délibérée. Un autre exemple étant celui de Clark Kent, qui avait un nom sans doute venant de Krypton au début, qui ne devait pas très bien s'adapter à la vie aux États-Unis. You know, I was thinking, I mean, as an example of people who changed their names, the famous film producer Samuel Goldwyn was, when he came to America, his name was Samuel Goldfish. Un autre exemple, c'est le producteur de musique très célèbre Samuel Goldwyn, qui s'appelait en fait Samuel Goldfish quand il est arrivé aux États-Unis.
And he changed, otherwise, if he hadn't changed his name, there would be a production company called Metro Goldfish Mayer. Yes. Et donc, s'il n'avait pas changé son nom, la compagnie de l'entreprise de cinéma, aujourd'hui, le studio s'appellerait probablement la Goldfish Voilà. Mayer. Would not work so well. But Win is better. Goldwyn is better. And of course, one of the books I was thinking about when I wrote my book is the great American novel, The Great Gatsby. And the point about, one of the points about The Great Gatsby is that he's not called Gatsby. Of course. Yeah. You know, his real name is Gats. And he's anglicized and sort of de-Jewified his name to reinvent himself. And I also have a character who is reinventing himself. So there's that echo. But of course, the reasons are different. In the case of Gatsby, he is doing it for love. You know, he's doing it because he wants to make the girl, Daisy, love him. Yeah. And he wants to invent himself as the person that he imagines she would love. In the case of my Nero, it's not for love. It's in a way, it's more for fear. Yeah. You know, but for life. For life. For life, yeah, yes. Yeah. So, but that question of the reinvention of the self is really at the heart of American literature, you know, and so this was my variation of it. Un des livres auxquels je pensais en écrivant celui-ci, c'est Gatsby le Magnifique, le grand roman américain, dans lequel aussi un des sujets principaux du livre, c'est que Gatsby ne s'appelle pas Gatsby, en réalité il s'appelait Gats, et il a en quelque sorte anglicisé, déjudéisé son nom pour se réinventer. Et il y a un écho avec un personnage aussi qui se réinvente en changeant de nom aussi dans mon livre. Gatsby, lui, le fait par amour. Il le fait pour que Daisy l'aime, pour se réinventer comme la personne qu'il imagine qu'elle pourrait aimer. Dans le cas de mon personnage, de mes personnages, ce n'est pas par amour, c'est plutôt par peur. C'est plutôt simplement pour vivre en fait que le personnage change de nom. Donc cette question vraiment de la réinvention de soi, elle est pour moi au cœur de la littérature américaine, et c'était ma tentative de l'interpréter, ce livre. Alors, une réinvention ou une invention, on en parlait tout à l'heure, c'est de décrire ce personnage qui se présente aux élections américaines et qui va être élu, qui va prendre le contrôle du pays, qu'on appelle donc le Joker. Alors évidemment, quand on lit le livre, on reconnaît quelqu'un qui n'est pas le Joker, enfin qui s'appelle Donald Trump. Sauf que dans votre livre, il porte des pantalons de couleur extrêmement voyants, il a les cheveux verts, la peau très très blanche. Pourquoi le Joker, c'est-à-dire le méchant de Batman, c'est vraiment comme un personnage de bande dessinée que vous le voyez, Donald Trump? Well, look, first of all, I did not want the words Donald Trump to be in my novel. So that's the first reason. And they don't occur. La première chose, c'est que je ne voulais pas voir les mots Donald Trump figurer dans mon roman, et on ne les y trouve pas. Actually, when I started writing this book, at that time, really nobody was even thinking about the possibility of Trump. So that came into the book later because, you know, if you're writing a novel that is very contemporary, you have to be able to respond to events. And when that phenomenon began, it was clear that I had to find some way of recognizing it. En fait, quand j'ai commencé à écrire le livre, à vrai dire, personne à ce moment-là n'envisageait la possibilité que Trump soit là. Donc il est arrivé plus tard, en fait, dans le livre. Mais quand vous écrivez un roman qui se veut extrêmement contemporain, il faut être capable de réagir aux événements. Donc j'ai dû trouver une façon de répondre à ce qui se passait. And there, I mean, there's a character in the novel who says really what I think. He says that it's as if the world of DC, Washington, D.C., is being taken over by the world of DC comics. And you know, what you feel in every day now in America is that here we all are, ordinary people leading our ordinary lives with our realistic, you know, desires and hopes and fears and so on. But when you rise to the level of power, it's as if there are cartoon villains in charge. You know, so here we are, we're real people in the grip of cartoon villains. And that's why the Joker in the novel has green hair and runs for president and wins.
And Batman is nowhere to be seen, because this is not an age of heroes. Le personnage, il y a un personnage en fait dans le roman qui dit ce que je pense en fait. Il dit que finalement la situation dans laquelle on se trouve, c'est un peu comme si le monde de DC, qui est donc Washington DC, la capitale, comme si le monde de DC Comics, une édition de dessin animé, avec des super-héros en fait, voilà, de romans, de grands romans graphiques, de dessins animés, de BD, prenait le pouvoir donc sur le monde de DC. Et aujourd'hui, on vit vraiment dans une situation dans laquelle les gens ordinaires qui ont des aspirations, des désirs, des craintes ordinaires, etc., sont dirigés par des véritables méchants de bande dessinée. Comme si dès qu'on arrivait, on avait des gens normaux, réels, et dès qu'on arrivait au niveau du pouvoir, on avait des méchants de bande dessinée. C'est pour ça que mon personnage a les cheveux verts et qu'il va donc réussir à prendre le pouvoir, mais il n'y a pas de Batman qui va arriver parce qu'on n'est pas dans une époque de super-héros. Voilà. But you know, strangely, I mean, now this book has been, I mean, it's been published for more than a year in English, and by the time it's more than a year and a half, or almost 2 years since I finished it. It feels more accurate every day, because that person whose name I won't use becomes more Joker-like every 5 minutes. You know, just when you think it can't get any worse, it gets worse. You know? Just when you think it can't get any more bizarre than this, it gets more bizarre than that. It's like a well with no bottom. Every time you think you've reached the bottom, no, you haven't. There's even further to go down. So the book feels, even though at the time that I wrote it, I thought, here's really a realistic novel which has one surrealist idea in it, you know, and that is the idea of the Joker. But it doesn't feel surrealist to me anymore. It feels completely like social realism, documentary. En fait, quand le livre a été publié il y a plus d'1 an en anglais et dans l'édition américaine, et je l'ai fini du coup il y a 1 an et demi, presque 2 ans. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il semble plus vrai, plus juste, décrire plus justement la réalité chaque jour. Ce type dont je ne voulais pas que le nom apparaisse dedans, et comme le Joker, il va de pire en pire. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on croit avoir atteint le pire, en fait, eh ben non, il est capable de faire encore pire. À chaque fois qu'on croit avoir atteint le plus bizarre, ben non, il est capable de faire des choses encore plus bizarres. C'est comme un puits sans fond. À chaque fois qu'on croit être arrivé tout au fond, ben, il creuse encore plus profond. Et finalement, j'avais le sentiment d'avoir écrit un roman réaliste avec une idée surréaliste dedans, qui était cette idée du Joker. Et au final, il s'avère que cette idée n'est pas surréaliste du tout. Elle ne l'est plus du tout aujourd'hui. Oui, c'est assez fascinant d'ailleurs, parce qu'il y a un personnage qui décrit ce Joker et qui explique qu'en fait, il perturbe même l'ordre du langage, c'est-à-dire que le haut devient bas, ceux qui savent sont les ignorants, et la connaissance devient l'ignorance. Et c'est vrai que ça nous rappelle totalement ce que dit Trump, par exemple, sur le climat. En gros, les spécialistes du climat ne connaissent rien au climat, et c'est ceux qui n'y connaissent rien qui ont raison. C'est aussi un livre sur le pouvoir destructeur du langage, en fait, La Maison Golden. Yeah, I mean, look, we could talk about Trump all night, No, but let's not. But I'll say one thing that's not in my book, but I read that struck me as very accurate. One commentator wrote about him, and this is a conservative commentator, not a left-wing, a right-wing commentator, said that the thing about Trump is not just that he's ignorant. It's not just that he doesn't know anything. It's that he doesn't know what knowing things is. On pourrait parler understand the idea of knowledge. On pourrait parler de Trump toute la soirée. Je propose qu'on ne le fasse pas. Je citerai juste un commentateur politique. C'est pas quelque chose qui est extrait du roman, qui est un conservateur, hein, pas quelqu'un de gauche, qui disait en fait le problème avec Trump, c'est pas juste qu'il est ignorant, c'est qu'il ne sait pas ce que ça veut dire de savoir quelque chose. Il ne sait pas ce que signifie la connaissance, le savoir. Et je vous cite Salman Rushdie, il y a un personnage qui dit ça: le mensonge était tordant, la haine était tordante, le sectarisme était tordant. C'est ce que vous écrivez de cette Amérique de Trump, qui avait quitté la réalité pour entrer dans l'univers de la bande dessinée. Je voudrais juste
par rapport à cette idée-là, venir à une idée importante du livre, il faudrait qu'on reste toute la soirée avec vous, c'est que ce livre met au cœur de son dispositif la question de l'étranger, celui qui vient d'ailleurs. Quel regard, je voudrais savoir, vous portez sur la question migratoire qui déchire l'Europe aujourd'hui, mais aussi le monde entier, puisque Trump, il y a eu cette idée de mur aussi entre le Mexique et les États-Unis. Surtout que vous êtes un étranger, même doublement étranger. No, I mean, I understand the nature of this problem, but I also am very clear which side I'm on, because I've been an immigrant all my life. You know, even being born in a Muslim family in India, there is a rhetoric, very powerful now in India, which says that all those people are aliens. Aliens, foreigners, you know, they came from somewhere else. And that the only real Indians are Hindu Indians. Now, so that, of course, this makes the non-Hindu population of India is about 15%. But 15% of Indian population is still 200 million people, you know, and to exclude those is alarming. So that, I mean, I started off in a community which there was a rhetoric which said it didn't belong, you know, and then I was an Indian immigrant in England, and then I was an Indian British immigrant in the United States, and so I'm in favor of it. And today, Nancy. Yeah, no, but I mean, you know, trois fois. You can translate this part. Yeah. Bon, je comprends bien la nature du problème, mais je suis aussi très claire sur le côté du problème où je me situe, puisque moi j'ai été un immigré toute ma vie. Même en naissant simplement musulman en Inde, il y a un discours aujourd'hui de plus en plus fort d'ailleurs en Inde qui dit que tous ces gens-là, les musulmans d'Inde, sont des étrangers et que les seuls véritables Indiens sont les hindous. Les non-hindous en Inde, ça représente 15% de la population, mais ça fait quand même 200 millions de personnes. Donc exclure toutes ces personnes-là, c'est une idée qui est quand même assez inquiétante. Mais donc j'ai commencé dès le départ ma vie dans une communauté sur laquelle portait un discours qui disait qu'ils n'appartenaient pas à l'endroit où ils étaient. Ensuite, j'ai été un immigrant indien à Londres, puis j'ai été un immigrant indo-britannique aux États-Unis. Donc évidemment, je soutiens l'immigration. I mean, look, my view has always been that this is the age of mass migration. You know, that in the last, let's say 100 years, more people have moved across the face of the earth than in the entire history of the human race before that. So we live in this age in which the migrant has become a central, maybe even a defining figure. Mon point de vue, c'est qu'on vit aujourd'hui une époque de migration de masse, c'est-à-dire le dernier siècle, en gros, a vu plus de gens se déplacer sur la planète que toute l'histoire de l'humanité avant. Donc on vit une époque où l'immigré, en fait, est une figure centrale et même une figure qui définit ce que c'est qu'être humain. And the consequence of this has been, in a way, to create the modern world, you know, to create the modern city. You know, it's impossible now to be in any of the great cities, whether it's Paris or London or New York or wherever, without seeing the consequences of this. This is who we now are, you know, and whatever you may think of that, whether you think it's a good thing or a bad thing, it's not going to unhappen, you know. We can't go back to the world in which that hasn't happened. Et une des conséquences, ça a été vraiment la création du monde moderne, la création des cités modernes. Il n'y a pas une seule grande ville dans laquelle on ne puisse pas voir les conséquences de tout ça. Donc on pense que c'est un phénomène positif ou négatif. C'est un phénomène qu'on ne peut pas défaire. On ne peut pas revenir en arrière dans un monde dans lequel ça ne se serait pas produit. Oui, ce que vous dites, c'est que voilà, ça ne peut pas ne pas arriver. Donc quand vous voyez, par exemple, vous êtes aussi un observateur avisé du monde, hein, c'est pour ça que vous êtes un si bon romancier. Quand vous voyez en Europe, justement, puisque nous, on va être en plein là-dedans, en plus une année européenne, des pays qui disent qu'il faut fermer, l'Europe, vous dites c'est complètement illusoire, en fait. Look, as it happens, this year, I was on holiday with my family in the south of France, in Saint-Tropez. On the day... On connaît sa destination. On the day of the World Cup final.
So I went to a beach cafe. There's a Croatian up there. Exactly. And so I went to watch the World Cup final in a beach bar in Saint-Tropez with a lot of young people. And I thought, look at this French team, and that is the answer to the question. That's all you have to do, just look at this team. And what I liked was that people insisted about all these great players, Pogba, Mbappé, etc., is that they are French people. Oui, mais c'est vrai que c'est un argument qu'utilisent ceux qui disent qu'il y a des gens qui n'aiment pas voir cette Europe, qui trouvent qu'elle est trop noire, cette équipe, pardon. C'est un argument pour ceux qui sont... But there we are. But you know, if you're the world champion, it's quite a convincing argument. Vous savez, il se trouve que cette année, j'étais en vacances avec ma famille dans le sud de la France, à Saint-Tropez, le jour de la finale de la Coupe du Monde. Et je l'ai regardé avec les jeunes dans un café sur la plage. Et en fait, je crois que regarder l'équipe de France, cette jeune équipe, c'est la réponse à la question. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que justement, les gens autour de moi insistaient énormément pour dire cette équipe-là, elle est française, les Mbappé, les Pogba, etc. sont français. Et quand vous êtes champion du monde, c'est quand même le meilleur argument à opposer à ceux qui disent que cette équipe est trop noire. Dans ce livre, il y a des pages absolument sidérantes qui concernent les attentats de Bombay en 2008, notamment l'attaque de cet hôtel, hein, vous vous souvenez, l'hôtel Taj Mahal. Vous racontez ça, enfin, c'est absolument, hélas, passionnant. Voilà, ces tueurs qui sont drogués, qui prennent des trucs qui arrivent en petits canots et qui se promènent comme ça dans la ville et qui tuent. C'est vrai que vous nous rappelez aussi en mémoire, on ne l'oublie pas, mais ces dangers aussi religieux qui existent. Vous pensez toujours que l'islamisme reste un danger aujourd'hui? Yeah. I mean, you'd be, I think, foolish not to think so. You know, I don't think it's the only danger, but it is there. The thing that interested me, you see, these attacks that took place in Bombay is my hometown. You know, so an attack there for me feels like the attacks in Paris or Nice must have felt, you know, here. So I wanted to really find out what happened, who did what, etc. And I found out something that interested me. That if I talked to journalists, friends in Bombay, they said to me, as if everybody knew, that the jihadists coming from Pakistan had been assisted by the criminal mafias in Bombay. They're very big, very powerful criminal mafias, many of which are Muslim-controlled. You know, they're the biggest mafia of all. In the novel, I call it Z Company, but that's a fiction. The real mafia, completely different, is called D Company. But D Company and the jihadists collaborated in this. And I thought, well, you may be saying this as if everybody knows it, but I don't know this. Yeah. And so in the book, there's this portrait of that moment about how a criminal mind that has been radicalized can collaborate with ideological killers, you know, in order to make possible such an attack. And I think it's I just think to speak as a fiction writer, I think it's very important to understand the truth, you know, and if we know how something happens, then we are beginning to understand what the phenomenon is, you know, and so I think the book doesn't have like a theory of this, but what it has is it says, here's an example, and this is exactly what happened, you know, and even though this is a work of fiction, in my view, that part of it is as truthful as I could make it, you know. And I think it's important that we call things by their proper name, that we say this is what's really happening. Now let's have an argument about it, but first let's agree about what is actually happening.
Tell Donc me. oui, ce serait naïf de ne pas croire que l'islamisme est encore un danger. C'est pas le seul, mais c'est un danger qui existe bien. Les attentats de Bombay, en fait, Bombay, c'est ma ville, c'est la ville où je suis née, donc c'est un peu comme les attentats de Paris ou de Nice pour vous. C'est comme ça que je les ai ressentis. J'ai eu vraiment envie de comprendre ce qui s'était passé exactement. Et en discutant avec des amis journalistes à Bombay, ils m'ont raconté, un peu comme si tout le monde savait ce genre de choses, comme si tout le monde était au courant, que les djihadistes venus du Pakistan avaient été assistés, avaient été aidés par la mafia locale, la mafia criminelle de Bombay, qui est extrêmement vivace, qui est contrôlée par des musulmans en grande partie, qui s'appelle dans le livre la Zi Company, mais en fait en vrai c'est la Di Company, c'est pas si différent que ça. Et ils m'ont raconté ça comme si c'était quelque chose que tout le monde savait, mais moi je ne le savais pas. Et c'était vraiment ça qui m'intéressait dans le livre. Je fais le portrait de ce moment-là, je décris ce moment-là. Cette collaboration entre des esprits criminels radicalisés et des tueurs idéologiques qui le font pour une idéologie à ce moment-là, qui peut permettre d'aboutir à ce genre d'attentat. Et je le dis vraiment en tant qu'écrivain de fiction, je pense que c'est très important de décrire les choses comme elles se sont réellement passées, c'est-à-dire de connaître la vérité au sujet de ces moments-là. Et c'est quand on sait comment les choses se sont passées qu'on peut comprendre réellement ce qu'a été un phénomène, ce qu'a été un événement. Donc le livre n'essaie pas du tout de faire de la théorie à ce sujet, il donne simplement un exemple et il essaie de montrer exactement ce qui s'est passé dans cet exemple-là, qui est cet attentat. Et même si c'est une œuvre de fiction, la description de cet attentat se veut aussi fidèle que possible à une réalité. Je pense que c'est important qu'on appelle les choses par les noms qui leur correspondent, qu'on décrive les choses pour ce qu'elles sont, qu'on se mette au moins d'accord là-dessus avant ensuite d'en débattre. Now, I just think, of course, I know that there is now an opinion, particularly on the left, that to make a kind of criticism of Islam is in some way a form of racism. You know? And I just want to say that I think that's if I can use a phrase from that discredited philosopher Karl Marx, this is what is called false consciousness. Of course, we have to avoid racial prejudice. But that doesn't mean that we have to avoid intellectual criticism. You know, if you are of a different, you, as it happens, are of a different race from me, if you have an idea which I don't like, I have to be able to say so. If you think the world is flat, I have to be able to say you're an idiot. C'est de la fiction, hein. And similarly, if I have an idea which you think is stupid, you have to be able to say so. So I think we have to make a real distinction between people's ideas, and I include religion in that category. We have to make a separation between that and people's rights. You know, and of course people have the right not to be persecuted, but that doesn't mean they have the right to have their ideas protected. En fait, avant que Marguerite traduise, voilà, il n'y a pas pour vous de sanctuaire pour la critique. La critique, l'expression de tout, le discuter de tout. Il n'y a pas de sanctuaire. La religion ne doit pas être un sanctuaire qui éviterait, qui serait à l'abri de toute critique. Well, without the ability to do this, then the thing that we're here to discuss, which is the art of the mind, dies. You can't have it. You know, if you are not able to make the assumption of freedom, you can't do anything. You know, and so either we're going to have this kind of culture in which we have literature and poetry and criticism and film and, you know, photography and rude comedians and Charlie Hebdo and etc. Either we're going to have that or we're not going to have it. But if we want it, then this is the thing that we have to have. We have to have the ability to assume that we are free to speak. And if we can't assume that, then we are not free. Pardon, pour pas juste perdre le truc, la dernière, cette chambre noire dont vous nous parliez, non, parce que je ne peux pas m'empêcher de vouloir rebondir là-dessus, mais cette chambre noire dans laquelle je vous disais tout à l'heure, est-ce que vous êtes sorti de la chambre noire, on est tous dans cette chambre noire, vous pensez qu'en ce moment précis, là, si on ne fait pas attention à toutes ces choses, que le moment là qu'on vit est vraiment critique? Yeah, I think this is a very bad moment for freedom of speech. Not just in one part of the world.
you know, in every part of the world. And we need to be able to defend it because, unfortunately, it used to be the case that free expression was attacked from the right wing. Now the attack is just as much from the left. And that makes it twice as dangerous. Aujourd'hui, il y a un point de vue qui s'exprime surtout d'ailleurs à gauche, suivant lequel toute critique de l'islam est une forme de racisme. Ce que j'aimerais juste dire, alors, en citant donc un concept de Karl Marx, False consciousness. ouais. En français, ce serait oui, la fausse conscience, peut-être. Je ne suis pas sûre d'avoir le concept exact de Marx. Hein, excusez-moi, vous revérifierez donc ce philosophe souvent discrédité. C'est l'idée, en tout cas, c'est de dire que bien sûr, il faut éviter d'être raciste, mais il ne faut pas éviter la critique intellectuelle. C'est-à-dire que vous pouvez être d'une race différente de la mienne ou d'une culture différente de la mienne, et si vous exprimez une idée que je n'aime pas, il faut que je puisse la critiquer. Si Christophe, ici, me dit que la Terre est plate, il faut que je puisse lui dire que son idée est stupide. Si moi-même, j'exprime une idée aussi stupide, évidemment, il faut qu'ils puissent me le dire aussi. C'est-à-dire qu'il faut faire une distinction entre les idées des gens et les droits qu'ont les gens. Les gens ont évidemment le droit de ne pas être persécutés, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas critiquer les idées qu'ils ont. Parce que si on n'a pas la possibilité de faire ça, ce dont on est ici pour discuter dans ce festival, c'est-à-dire l'art de l'esprit, la littérature, etc., ne peut pas exister sans le postulat qu'on est libre de dire ce qu'on veut dire. Ce type de culture, la littérature, la poésie, la critique, les films, Charlie Hebdo, les comiques insultants, etc., qu'on les aime ou pas, ne peuvent pas exister. Il faut en fait qu'on puisse postuler qu'on a la liberté de s'exprimer. Et je crois qu'on est aujourd'hui effectivement dans un moment extrêmement critique pour la liberté d'expression, pas seulement dans certaines régions du monde, dans toutes les régions du monde, et qu'il est important de les défendre, d'autant plus que la liberté d'expression était autrefois plutôt attaquée par la droite et qu'aujourd'hui elle l'est aussi par la gauche, ce qui est sans doute 2 fois plus dangereux. Bravo. Dernière question, Salman Rushdie, pour terminer sur une note plus heureuse. Quand je vous ai demandé, souvent quand on vous demande quel est votre personnage littéraire préféré, vous répondez Bloom dans Ulysses de Joyce. Bon, on va pas. Mais quand on vous demande quel est votre personnage féminin préféré de la littérature, vous dites. Well, je préfère que ce soit vous qui le know the answer to this Je connais la réponse. I said that it would be Hermione from Harry Potter. Hermione dans Harry Potter. Voilà, bah voilà. Et pourquoi Hermione? Moi, je croyais que c'était Harry Potter le héros. Well, because she's the smartest one, you know. She's the smartest one. You know, there's a lot of dialogue in Harry Potter which a stronger editor would cut. And it always goes like this. He goes, what shall we do? I don't know. Hermione, what will we do? Oh, I don't know. Ron, don't you have any idea? No, you're the smart one. Why should I have an idea? Harry, you sure you don't know anything? No, I don't. Hermione, tell us what to do. There are pages and pages of this. But it works. It works. And in the end, it usually is Hermione who tells them what to do. C'est tout simplement la plus maligne, Hermione. Il y a énormément de dialogues en fait dans les livres Harry Potter qui seraient certainement coupés par un éditeur un petit peu plus strict, dans lesquels il y a toujours quelqu'un qui demande alors qu'est-ce qu'on fait, l'autre répond je ne sais pas, Ron qu'est-ce qu'on fait, je sais pas, j'ai pas d'idée, c'est toi Hermione la plus maligne, dis-nous quoi faire. Des pages entières comme ça qui se finissent en général par ils font ce qu'a dit Hermione. Voilà. Eh bien faisons ce qu'a dit Hermione. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous suivre en fait, puisque vous allez signer votre livre, La Maison Golden. On vous remercie énormément. Je pense qu'il faut, triomphe pour Salman Rushdie. Et pour Marguerite Capel, formidable interprète. Voilà. Et merci à Nancy, évidemment.